Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 3 décembre et à la une de ce journal J-2 avant la grève générale et interprofessionnelle visant à protester contre la réforme des retraites. 150 défilés sont prévus dans tout le pays. À Mayotte, une intersyndicale s'est constituée en écho à l'appel national, mais également pour porter des revendications locales. Des centaines de personnes sont attendues dans tous les corps de métier. C'est notamment le cas des policiers qui comptent se rassembler devant le commissariat pour un mouvement reconductible. Au montage, Leslie Vimenet. Alliance Police Nationale, l'UNSA Police ou encore SGP Police FO appellent les policiers à manifester partout en France contre la réforme des retraites. À Mayotte, un rassemblement est prévu devant le commissariat pour dire non à ce projet de loi. On a une bonification aux policiers de 5 ans, donc de bonification pour la retraite. Donc cette bonification pourrait être supprimée pour tous les policiers qui n'auront pas fait 27 ans sur la voie publique. Ils veulent nous obliger à partir à 57 ans minimum. Actuellement, un policier à 52 ans, il peut partir, comme d'ailleurs tout corps actif de l'État. Le collègue qui veut partir à 52 ans, c'est pas de son propre chef, parce qu'il sait très bien qu'il aura une retraite minime, mais il a le droit de partir. Alors, pourquoi pas? Ça, ils veulent nous les supprimer. Ouais. Ils veulent calculer actuellement, comme tous les fonctionnaires, on est calculé sur les 6 derniers mois. Là, ils vont nous calculer sur toute la retraite. Je prends mon exemple. Moi, quand j'ai commencé dans la police, je touchais 6 200 francs. Moins de 1 000 euros. Moins de 1 000 euros, ouais, c'est ça. Si on va me calculer ma retraite en prenant en compte les moins de 1 000 euros que j'avais, la retraite, elle va quand même prendre un sacré coup. Dans certains départements, un tiers des policiers sont dans la possibilité de partir en retraite à 52 ans et pourraient activer leurs droits avant que cette réforme soit votée. Cela pourrait poser d'importants problèmes d'effectifs, alors même que depuis des années, le malaise grandit dans les commissariats de France. Il y a 25 millions d'heures supplémentaires pour l'instant. Nous, à l'UNSA Police, nous avons demandé à ce que les 25 millions d'heures supplémentaires, les collègues aient le choix entre les récupérer et les payer. Là, le gouvernement a décidé que seules les heures supplémentaires effectuées en 2019 seront payées et seront payées à 11,88 € de l'heure. Moins qu'un gardien de la paix titulaire. Le gardien de la paix stagiaire, c'est à peu près ce qu'il gagne par mois. On a les collègues des heures de nuit, restez bien assis, 97 centimes de l'heure de nuit. Oh. Quelle est la profession en France qui va travailler la nuit pour 97 centimes de l'heure? Et c'est ce qu'on nous paye. À Mayotte, les syndicats ne cessent de réclamer un renforcement des effectifs sur un territoire où les cas d'atteinte à l'intégrité des forces de l'ordre ne cessent d'augmenter. Les policiers n'en peuvent plus. Ils sont à bout. À Mayotte, il y a un problème d'effectifs. On nous annonce tous les ans, du renfort. Mais ce n'est pas du renfort. On ne fait que remplacer les fins de contrat. Ou mettre 2-3 adjoints de sécurité par-ci par-là en plus. Mais ces pauvres jeunes, ils ont 3 mois de formation, ils viennent, ils sont jetés dans l'arène comme ça. Mais c'est tout. Donc quand on nous annonce des renforts à Mayotte, c'est faux. Il n'y a pas de renfort à Mayotte. On essaye, tant bien que mal, de maintenir à flot les policiers et puis le nombre d'effectifs, mais c'est pas le cas. On a déjà parlé de la création de la CDI. Oui. On a fait une CDI. Ça y est, elle existe. Hein. Elle existe. 50 fonctionnaires maximum en comptant le commandement. Une CDI, c'est pas 50 fonctionnaires. Vous savez pas, on a bien vu récemment avec le caillassage. On a eu 10 blessés, sur des violences urbaines. Jeudi, policiers, enseignants, pompiers, étudiants, avocats, agents de DM, tous seront dans la rue pour une manifestation érigée par beaucoup en point de rencontre de toutes les revendications. Politique comme chaque soir jusqu'aux élections municipales de mars prochain, Seyfoudine Abdourazak est l'un des nombreux candidats à la mairie de Pamandzi. Depuis plusieurs mois, il travaille avec son parti connu au Moja afin d'occuper les fonctions de premier édile. Pour lui, son programme est simple, permettre à sa commune d'entrer pleinement dans le droit commun afin d'offrir des infrastructures dignes de ce nom. Écoutons plutôt sa réaction, notamment sur les violences des dernières semaines à Pamandzi. C'est l'échec de l'école. C'est l'échec de nos institutions, c'est l'échec de la municipalité précédente, 3 mandats successifs, 12 ans. On parle de CISPD depuis 2015. Mais la délinquance, c'est pas le politique, c'est l'État qui doit gérer ça. C'est les outils. Si les outils sont pas présents, la délinquance prend le dessus. C'est pas compliqué. Donc les gamins de 14, 25 ans qui n'ont rien à faire, c'est évident que ça devient des délinquants notoires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est nos gamins.
On a failli à nos devoirs. L'école n'a plus sa place. Donc, il faut revoir le problème. Ces problèmes-là, c'est pas les gamins. Il faut institutionnaliser le territoire, il faut accompagner les gamins dans le sport, il faut amener le droit pour tous dans cette commune. Éducation maintenant. Le projet de plateforme numérique imaginé par le pôle culture du CUFR et la société de production Sissi Gambis est en passe de se concrétiser. Des étudiants mahorais ont cette année pu découvrir Madagascar derrière l'objectif d'une caméra. Alors comment leur aventure s'est-elle déroulée? À quelle occasion leurs travaux ont aujourd'hui été restitués? Un sujet signé Marion Tellier. Des visages, des paysages, des animaux ou encore des scènes de la vie quotidienne des habitants. Dès les premières secondes du film, c'est une immersion complète et colorée qui s'offre aux spectateurs. Ce voyage sur les terres malgaches partagé aujourd'hui au CUFR de Dembéni est fort en symbole. Il s'agit ici de la première étape d'un projet imaginé par le pôle culture du CUFR et Christine Coulange, directrice artistique de la société de production Sissi Gambis. Ce projet s'inspire de notre travail sur l'océan Indien depuis 20 ans, sur la préservation du patrimoine culturel immatériel. On est parti une première fois à Fianarantsoa au mois d'avril cette année, et avec des étudiants, qui sont immédiatement avec moi une équipe de tournage en fait. Voilà, on ne fait pas de formation préalable, on n'est pas dans un BTS audiovisuel, mais on y va tout de suite. Donc voilà, ça c'est un peu la technique Sissi Gambis, on va dire, et ça marche super. Un premier succès en effet qui a permis de pérenniser ce partenariat. La semaine dernière, une deuxième équipe s'envolait pour Mahajanga avec cette fois 3 étudiantes du CUFR. Elles participaient aujourd'hui à l'ouverture d'une masterclass organisée dans le cadre d'un projet de coopération culturelle, au même titre que 2 étudiantes de l'université malgache Fianarantsoa, invitées d'honneur de l'événement. C'est la première fois aussi pour moi de sortir mes territoires, donc c'est une opportunité de se faire partager avec les étudiants ici à travers le projet d'un monde à l'autre avec Sissi Gambis. Et c'est pour cela on va travailler beaucoup sur le phénomène d'interculturalité et aussi l'inculturation. Et dans ce projet, nous sommes envie de monter une petite guide vidéo pour la conservation des patrimoines culturels, matériels et immatériels de l'océan Indien. C'est donc une réelle plateforme numérique alimentée par les étudiants, historiens, chercheurs et artistes de l'océan Indien qui est en train de voir le jour. Son objectif, affranchir les distances pour partager et protéger le patrimoine culturel de cette région du monde. C'est à présent aux Seychelles que ce partage devrait se poursuivre. Le prochain voyage pourrait alors s'y dérouler dès le mois d'avril prochain. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Stéphane Urbain, le directeur régional de la BRED Réunion Mayotte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes ici parce qu'on a plusieurs anniversaires à fêter. Le premier, c'est les 100 ans de la Banque Populaire. 1919, la création. 100 ans, c'est assez extraordinaire. Oui, nous sommes heureux de fêter les 100 ans de la BRED. C'est pas commun, en effet. Il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui peuvent le fêter. Et du coup, on parcourt l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes présents pour partager ces moments avec nos équipes et puis nos clients. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette longévité ? À l'origine, on a été créé sur l'Est parisien, dans la région de Vincennes, par des chefs d'entreprise qui ne trouvaient pas satisfaction dans les banques usuelles. Et donc, ils ont créé une banque, je pense, avec un ADN entrepreneurial. Et aujourd'hui, c'est 200 000 sociétaires aujourd'hui. 200 000 à la BRED, voilà. 3 000 à Mayotte. Mais on est très content aussi de l'adhésion des Mahorais à cette banque coopérative. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu notre marque de fabrique et ça nous permet d'essayer de nous renouveler tous les jours, d'être agile parce que le monde change et pour les banques également, la banque se doit d'évoluer. Justement, selon vous, quels sont les atouts de la BRED aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait justement qu'elle a réussi à fidéliser les clients et forcément en attirer de nouveaux ? Je crois que notre modèle coopératif est un bel atout. Voilà, on appartient à nos clients. On ne répond pas aux diktats des marchés financiers dans le sens où on n'est pas coté en bourse. Voilà.
Et ça nous conduit à écouter beaucoup ce que les clients pensent de nous. Alors des fois, on va même passer vite pour eux, hein. Mais on s'adapte au comportement des clients. Donc ils veulent de la modernité, ils veulent des agences qui évoluent également, ils veulent pouvoir conseiller, écouter leurs conseillers maintenant quasiment 24 heures sur 24, parce que tout le monde s'habitue au service, donc on essaye de faire évoluer nos outils à l'écoute de nos clients. Justement, ça, ce modèle finalement, qui va un peu à l'encontre du modèle général, ça évite des crashs, comme on a pu le voir lorsque des bulles spéculatives éclatent quelque part. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que la Bred peut encore être là. C'est parce que son assise, ce sont ses clients. Oui, alors on fait un métier de banquier à l'ancienne et c'est plutôt solide. Voilà, c'est-à-dire que notre travail à nous, c'est de collecter l'argent de l'ensemble de nos clients et puis de le transformer pour le prêter à d'autres clients qui en ont besoin. Et notre rôle, c'est de le faire dans des conditions de risque plutôt sécurisées. Voilà, donc lorsqu'on prête, on analyse, etc. Ce qui fait qu'on ne va pas aller prêter sur des sujets spéculatifs. C'est pas dans notre essence. Voilà. Et puis on est une banque de territoire aussi. Aujourd'hui, moi, je collecte de l'argent à Mayotte et je le reprête à des Mahorais, à des entreprises mahorais. Donc je maîtrise également mes flux financiers. Ce qui m'évite de mettre en péril, comme dans le monde de la finance aujourd'hui, peuvent le faire sur d'autres sujets, quoi. Justement, parlons de Mayotte, Oui. Et de cette implantation depuis 18 ans. Parlez-nous un peu de ses débuts et de cette évolution. 18 années, ça commence à faire aujourd'hui. Ouais, et puis ça va vite en même temps. Il y a 18 ans, la première installation à Mayotte, on était présent dans l'océan Indien. Notre première installation dans les DOM, c'est à La Réunion en 85. Et puis dans les années 2000, une fois qu'on s'est bien installé à La Réunion, on s'est dit qu'il fallait qu'on parcourt un peu l'océan Indien. Et puis il y a un directeur qui est arrivé à Mayotte et qui rapidement, place mariage, a trouvé l'agence dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Mamoudzou. Et ça s'est fait très simplement. Voilà, on a ouvert un peu à l'arrache l'agence, mais avec beaucoup de technique. C'est-à-dire que dans tous les territoires dans lesquels on s'est installé, on a mis un peu de techno. Donc nos collaborateurs ont toujours travaillé en proximité des sites de décision. Voilà, chez nous, très vite, on a formé les collaborateurs avec des systèmes de visioconférence. Alors maintenant, ça fait rigoler tout le monde parce qu'on se Skype, on se FaceTime rapidement, mais avant, c'était... Vous étiez précurseur un peu ? Ouais, c'était une révolution. Pour vous dire, lorsqu'on a voulu utiliser ces voies satellitaires, au départ, c'était pas évident parce que les satellites étaient simplement autorisés pour les ministères de la Défense pour communiquer. Donc on a été une des premières entreprises à demander des autorisations pour les utiliser pour des voies commerciales. Voilà, ce qui nous a permis à chaque fois d'être parfois disséminés sur la planète, mais à la fois si proches. Voilà. Donc Mamoudzou, première agence, il y a 18 ans. Voilà. Et puis ensuite, on a une croissance assez forte. Tous les 5 ans, on double de taille. Alors c'est pas évident à suivre. On aimerait bien aller plus vite, mais c'est pas évident à suivre parce qu'il faut former les équipes. Il faut faire évoluer les systèmes. Et aujourd'hui, c'est 4 agences. Voilà, on a ouvert Kaweni, Petite Terre. Et la petite dernière, parce qu'on commence aussi à répandre notre toile sur le territoire de Mayotte, on a fait Tsingoni en 2016. Voilà, mais notre croissance est loin d'être arrêtée. Hein. On est effectivement sur le centre, plutôt Tsingoni. Reste encore le sud. Le nord, j'imagine que ce sont des projets. Alors, on travaille. Je pense que l'année prochaine, on verra la naissance. En premier lieu, on a ciblé le sud. Voilà. Donc on a un projet Chirongi qui est quasiment établi, voilà, en face d'une station-service bien connue. Je ne citerai pas le nom, il n'y en a qu'une de marque ici. Voilà, en 2021, on sera installé. Auparavant, on voulait rénover aussi notre parc d'agences, parce que même si ça fait 18 ans qu'on est là, il faut de l'investissement. Donc voilà, on a rénové complètement Kaweni. Là, pendant 4-5 mois, on a fait des travaux d'envergure. Et maintenant qu'on a un bon concept agence de parcours client, on va pouvoir ouvrir Chirongi l'année prochaine. Quelles sont un peu les particularités à Mayotte ? Il y a finalement peu de personnes qui peuvent avoir accès au compte bancaire, ou finalement on est sur un taux qui est similaire avec les autres territoires. Par rapport au nombre d'habitants, non, on est encore en dessous. Voilà, mais c'est ce qui nous intéresse, nous. C'est des territoires où la bancarisation, il y a encore un marché. Voilà, on n'a rien fait, il y a encore... Et on a commencé avec des produits plutôt simples au départ, expliquer comment fonctionne le compte. Aujourd'hui, à Mayotte, on est sur des produits plutôt sophistiqués. Voilà, et nos clients nous demandent même d'avoir les fonctionnements dernier cri, avec des applications qui fonctionnent rapidement, et venir à la banque, au final, aujourd'hui, simplement pour parler des projets de vie. Pas pour faire un retrait, pas pour... voilà, le Mahorais aussi grandit avec nous.
Et aujourd'hui, envie qu'il y ait un service, un parcours client également dans les agences. On ne veut plus attendre, on veut être accueilli, on veut répondre au téléphone. Donc on travaille aussi là-dessus. Alors un dernier mot avant de nous quitter. Vous avez parlé effectivement du développement de ces agences, mais il y a aussi effectivement, et vous l'avez évoqué, le développement de ces concepts, la numérisation, toutes ces choses. Quels sont là les grands projets phares dont vous pouvez nous parler en marge effectivement du développement des agences qui vont un peu, j'allais dire, vous tenir en haleine sur les prochaines semaines, mois, années? Les grands projets phares, c'est de se dire aujourd'hui, il y a de la place pour une banque humaine et digitale. Voilà. Aujourd'hui, la concurrence est là, elle est saine. Si vous voulez ouvrir des comptes sur les banques en ligne, je crois que c'est facilité. Maintenant, ça ne nous fait pas peur, voilà, parce que c'est des banques low cost. Et low cost veut dire pas cher mais peu de services. Voilà, on pense qu'il y a une demande aujourd'hui pour des banques avec du service. Maintenant, il faut que nos collaborateurs montent en compétences, soient à l'écoute des clients. Et aujourd'hui, on n'est pas trop inquiet parce qu'il y a quand même une demande bancaire là-dessus. Ça aussi, j'imagine que c'est un projet, la montée en compétences, parce que c'est pas toujours simple de recruter, d'avoir les personnes. Il n'y a pas forcément les formations à Mayotte. J'imagine que ça aussi, c'est aussi un objectif pour vous. Ouais, alors là-dessus, on est plutôt fiers de nos équipes. Hein. Donc, d'ailleurs, je les salue, j'en profite là pour leur dire merci à vous aussi. Si on se développe à Mayotte aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Et aujourd'hui, on monte crescendo. Voilà, on a commencé à 5, aujourd'hui on est 25. C'est que des collaborateurs issus de Mayotte, dans la grande partie. Et qui grandissent avec nous. Donc au début, ils ont appris des métiers simples, et puis aujourd'hui, on est content d'offrir plusieurs métiers au sein de la banque, des conseillers patrimoniaux, des conseillers pros, des conseillers entreprises. Voilà, et on les forme bien volontiers après avec notre système maison. Stéphane Urbain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez peut-être justement avec ces nouvelles agences qui pourraient être inaugurées, notamment à Chirongui dans les prochains mois, prochaines années. On sera ravis de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Avec plaisir, merci de votre accueil. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment le déploiement du réseau France Service à Mayotte ou encore la nomination d'un conseiller diplomatique à la préfecture. Au montage, Leslie Vumenet. C'est une première pour la préfecture de Mayotte. Un conseiller diplomatique chargé d'épauler le préfet dans ses différentes missions a été nommé récemment. Le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, a réagi et salué avec force la nomination de Charles-Henri Brosseau, dont la prise de fonction est prévue prochainement. Il ajoute, je cite, « Cette mesure rejoint en tout point une demande réitérée des élus mahorais que j'ai moi-même également beaucoup portée. Elle rejoint les objectifs du cadre stratégique de coopération décentralisée et d'action internationale adopté par le conseil départemental le 17 octobre 2018. Au regard des enjeux diplomatiques et de coopération dans la zone, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nomination et de la présence d'un interlocuteur rapproché avec lequel les discussions à Paris et à Bruxelles ont déjà commencé du côté des représentants de notre département. En avril 2019, Emmanuel Macron annonçait la mise en place du réseau France Service. L'objectif est de disposer d'ici le 1er janvier 2020 de 300 points partout en France. À Mayotte, l'essentiel des services publics est concentré dans l'agglomération de Mamoudzou et sur Petite Terre, alors que la mobilité est complexe pour une part importante de la population, avec également des problématiques de précarité et d'illettrisme qui rendent difficile l'accès aux services publics. Dans ce contexte, le département accueillera dès le premier trimestre 2020 2 points d'accueil labellisés France Service. Le premier sera situé à Amjago, le second sera localisé à Kanikeli. L'objectif est de permettre à chaque citoyen d'effectuer la plupart des démarches administratives du quotidien au plus près de chez lui, dans des espaces dédiés et assistés d'agents formés pour lui faciliter cet accès. Ces points seront également équipés d'espaces numériques permettant aux usagers d'effectuer leurs démarches en ligne. Hier, le conseil départemental a lancé une consultation auprès des usagers de la barge par le biais d'un questionnaire comprenant 10 questions qui interrogent les usagers sur leur âge, leur lieu de résidence, leur fréquentation de la barge ou encore les différents services qu'ils souhaiteraient voir développés. Le questionnaire ratisse presque tous les sujets, les usagers privilégiés de la barge, les 3 critères les plus importants lorsque l'on barge, la possibilité d'animation à bord, la démultiplication des points de vente ou encore la connaissance des conseils de sécurité. Il y a quelques jours, le STM annonçait le lancement d'une expérimentation pour une billetterie dématérialisée. Le questionnaire s'attarde aussi sur les prix des billets proposés ou encore les impressions sur le respect des horaires, l'accueil du personnel à quai, les délais de réponse aux demandes d'information ou encore la fiabilité des informations fournies. La consultation devrait durer une quinzaine de jours.
Et on termine cette édition avec la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Ce matin était organisée au sein de l'école élémentaire SADA 4 une journée de sensibilisation des élèves en lien avec cet événement mondial. L'occasion donc de sensibiliser les élèves, mais également les enseignants et les parents aux discriminations auxquelles font face les enfants en situation de handicap. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Changer le regard que les uns peuvent avoir sur les autres et plus particulièrement sur les personnes atteintes d'un handicap, voilà le thème de cette journée pour sensibiliser les enfants des écoles élémentaires SADA 2 et 4, organisée par Madame Abdallah Rafati, enseignante dans le dispositif Ulysse de l'école, une unité localisée pour l'inclusion scolaire, un dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré. Elle a vite été confrontée aux discriminations auxquelles font face ces élèves. Ce qui m'a poussé à faire le projet, c'est par rapport aux difficultés que mes élèves rencontrent pendant les cours de récréation. On les montre de doigts, on les suit, on les taquine, etc. Et c'est par rapport à l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire, puisque l'Ulysse n'est pas une classe, c'est un dispositif, tous les élèves qui sont dans ce dispositif ont une classe ordinaire, sont dans les listes des classes ordinaires. Donc ils ont des heures à passer dans les classes. Une situation où ces élèves sont confrontés aux moqueries de leurs camarades. Au programme de cette journée, activités sportives, représentation théâtrale des élèves, mise en situation de handicap au moyen de béquilles et de fauteuils roulants et intervention de personnes en situation de handicap pour expliquer aux enfants que le handicap n'est pas une maladie. Le docteur Léo a fait le déplacement pour l'occasion. Nous, on a un message depuis 3 ans maintenant, on l'a scanné tout à l'heure, on l'a scandé plutôt, tout à l'heure. C'est maladie se soigne, handicap s'adapte. C'est-à-dire qu'à Mayotte, le handicap est encore assimilé à la maladie. Et du coup, on essaye de faire passer le message pour leur dire que il faut pas que ça soit ainsi, mais il faut considérer le handicap comme une part de soi-même et non pas comme une maladie en fait qui va nous priver de tout. Donc c'est le message que j'essaie de passer aux enfants depuis 3 ans maintenant et je fais les tours des écoles pour ça. Une initiative qui s'ajoute aux actions qu'il a pu faire sur Mayotte comme le tour de l'île en fauteuil roulant. Cette journée s'est achevée sur une séance de fitness avec des personnes en fauteuil roulant pour tenter de faire changer cette mentalité et que d'ici quelques années, les personnes en situation de handicap soient aussi bien intégrées qu'un individu lambda. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.